Bonjour, je ne sais pas si le micro, voilà. Donc merci Mohamed de m'avoir confié cette modération, mais je pense que ça sera assez simple. Donc aujourd'hui, ce sont des expériences de terrain dont nous allons parler, après hier être un peu rentré dans l'abstraction psychologique, sociale, anthropologique, voire même politique. Et le terrain, ce matin, d'après ce que j'ai compris, est beaucoup en milieu carcéral. On va parler beaucoup de la question de la prison avec cette idée dont on parlait un petit peu autour du café ce matin. Qu'est-ce qui fait rêver? Qu'est-ce qui fait rêver les jeunes? Qu'est-ce qui fait rêver les adultes, les moins jeunes? Et qu'est-ce qui peut justement les faire rêver d'un ailleurs, hein, du milieu carcéral? Alors je vais donner la parole tout de suite à Yazid Kerfi, qui est auteur des livres Repris de justesse, Guerrier non violent, qui sont des livres assez connus, et qui est fondateur de l'association Médiation Nomade. Et donc, il a invité son collègue Salim, je crois, pour témoigner aussi de ce qui se passe quand on vit dans ce milieu carcéral. Quand moi, je suis intervenu comme intervenant extérieur, mais de l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Allez-y, c'est à vous. Et Salim, peut-être, oui. Vous prenez le micro. Ça marche? Oui. Non, ça va, oui. Bonjour à tout le monde. Juste pour me présenter rapidement d'une manière un peu schématique. Avant, j'étais détenu, j'ai fait 5 années de prison. Aujourd'hui, j'interviens très régulièrement au milieu carcéral où je fais des débats avec les détenus. Avant, j'étais en échec scolaire. Aujourd'hui, je suis enseignant à l'université. Avant, les policiers me couraient derrière. Maintenant, c'est moi qui leur cours derrière pour les former. Avant, j'étais un délinquant. Aujourd'hui, je suis un spécialiste de la prévention de la délinquance. Vous voyez, on peut être tout, puis le contraire. Et ce qui m'a changé, c'est qu'à un moment donné, des personnes m'ont tendu la main. Moi, je devais être expulsé en Algérie parce qu'on m'a dit que j'étais une personne irrécupérable. Et beaucoup de personnes sont venues me soutenir à la commission d'expulsion, y compris le maire de Mantes-la-Jolie, M. Paul Picard, l'ancien maire. Ils ont dit au juge que j'étais un mec intelligent, j'avais des capacités, que je n'étais pas du tout irrécupérable. J'avais quand même 31 ans. Puis vraiment, dans ma tête, s'est produit un déclic. C'était la première fois de ma vie que les gens regardaient plutôt mes qualités que mes défauts. Avant, on m'a toujours dit que j'étais un bon à rien. Mes parents m'ont dit que j'étais un bon à rien. Les profs m'ont dit que j'étais nul. Et les policiers m'ont toujours traité de racaille. Le jour où on a plutôt regardé mes qualités, ça m'a complètement changé, vous voyez. Et j'ai fait 2 soirs en sortant de prison. Premièrement, je me suis juré de ne jamais recommettre un délit. Et deuxièmement, maintenant, je vais aider les autres. Donc aujourd'hui, je travaille beaucoup sur les quartiers. J'ai inventé le concept de médiation nomade, c'est-à-dire que j'ai un camping-car et je m'installe la nuit dans les quartiers. Parce que je trouve que ce n'est pas normal que la nuit, il n'y a rien d'ouvert, à part les commissariats de police pour les jeunes. Et je ne trouve pas normal que les éducateurs, les animateurs et tout, ont des horaires de mairie, quoi. Et c'est ça qui ne va pas. Donc je m'installe la nuit, je fais du thé à la menthe, je mets de la musique, des jeux de société, puis j'accueille le public. Voyez, parce que je pars du principe que la parole, c'est plus fort que la violence. Il y a souvent de la violence parce qu'il n'y a pas de parole, et je crée un espace où les gens existent. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'existent pas, et mon boulot, c'est aussi de faire ça. J'en suis à plus de 320 soirées en France. J'ai fait les quartiers nord de Marseille, la région lyonnaise, beaucoup en région parisienne, et aujourd'hui, ça marche très bien, quoi. Donc voilà, en gros, ma façon. Comme le titre de mon intervention, c'est dans la vie, c'est toujours des histoires de rencontres. On peut faire des bonnes rencontres ou des mauvaises rencontres. Si on ne fait pas des bonnes rencontres, on peut en faire des mauvaises. Donc tout le travail que je peux faire en prison, y compris sur les quartiers le soir, c'est surtout créer des belles rencontres avec les personnes, parce que je trouve que c'est très important. Quand j'interviens en prison auprès des détenus, franchement, quand ils mettent une affiche débat avec Yazid Kerfi, ancien détenu, devenu enseignant à l'université, franchement, les détenus disent franchement, ça nous donne de l'espoir, ça. On peut être comme ça et dans la vie, on peut changer. On peut changer si on décide de faire les bons choix. Dans la vie, c'est une question de choix et de faire des efforts nécessaires. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, les personnes vont changer. Donc, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Je suis un porteur d'espoir. Mon boulot, c'est d'apporter de l'espoir à l'autre. Je suis un provocateur de rencontres, puisque je provoque des rencontres avec des personnes qui ne se connaissent pas. Des fois, j'organise des rencontres entre des jeunes et des policiers. Il y a peut-être du conflit, mais au moins, ils se parlent. Parce que s'il n'y a pas de rencontre, les gens vont vivre chacun dans un monde différent, avec un discours très dur sur l'autre. Ça, c'est la logique de guerre, de séparer les gens. La logique de paix, on a intérêt à se rapprocher les uns les autres. Et je suis un tisseur de liens. Mon boulot, c'est de tisser des liens avec d'autres personnes, quoi. Donc voilà en gros ma façon de travailler, quoi. Bravo. En tout cas, il marche. Ouais, moi, ça va être difficile de passer derrière Yazid, hein, mais donc non, je préfère parler là. Je n'ai pas l'habitude. J'ai pas trop l'habitude. Hein, c'est la première fois que je parle en public, moi.
Bah, moi, c'est pareil, j'ai un petit peu le même parcours que Yazid, un petit peu. Donc, et je voulais vraiment. C'est mieux. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est surtout, bon, passer derrière Yazid, c'est très difficile parce qu'il a très bien expliqué. Et en fait, ce qui est fondamental, je pense, c'est les mots. Et en détention, les mots, il y a une misère affective et une misère intellectuelle qui est terrifiante. Et si à partir de là, si on ne construit pas un dialogue, il y a une multiplication de mots, on n'a pas les codes pour pouvoir s'adapter à l'extérieur. Et c'est pour ça que quand on parle des gens qui viennent de l'extérieur, nous apporter aussi le sens des mots et une richesse des mots, disons, on commence à être beaucoup plus solide pour pouvoir s'adapter à l'extérieur. Et quand je vois, par exemple, alors moi, je vais vous donner une petite anecdote, hein, parce que bon, là, je suis un peu ému. Je vous dis, j'ai pas l'habitude de parler en public, hein, c'est la première fois. Mais je vous donne un exemple. Par exemple, quand moi, j'étais parce que j'ai eu un parcours qui est un petit peu particulier. Même si j'ai pas un parcours de délinquant, malheureusement, je suis tombé en prison. C'est comme ça. Je ne vais pas dire un accident de parcours. Je me déresponsabilise pas, mais j'ai connu la prison pour des raisons pas assez particulières. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai atterri en détention, moi, j'ai quitté l'école en cinquième, hein, à peu près. Donc, j'ai pas de niveau scolaire particulier, donc voilà, très, très, très faible, très pauvre. Mais quand j'ai arrivé là, je suis arrivé en détention, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il y avait un petit jeune qui était avec moi en détention. On était en cellule ensemble. À un moment donné, on s'est dit, alors par orgueil peut-être, on s'est dit, on va aller braquer un peu le savoir. Disons, on va aller braquer un petit peu là-haut Michel Foucault bon, sans prétention, hein, mais je veux dire, on va essayer de taper un peu la culture là-haut. Et on s'est dit, en fait, on s'est amusé à ça. Voilà. Et on a fait un jeu, on s'est amusé à ça. Et alors, je vais vous donner des petits exemples, hein. On a commencé à écouter, par exemple, Jean Ferrat qui parlait, c'est une petite anecdote, hein, mais on parlait, par exemple, de Jean Ferrat, s'il parlait de Maïakovski dans sa chanson, on allait chercher qui était Maïakovski. On descendait, on allait à la bibliothèque et on jouait à ça. Alors, bien sûr, c'était très difficile pour nous parce qu'on n'avait pas les bases, on n'avait pas la solidité intellectuelle pour pouvoir aller chercher tout ça, mais on s'est dit, on y va. Et c'est en jouant comme ça, tout doucement, on a commencé à se faire une petite culture. Alors on a commencé à écouter Brel, Brassens, Ferré. Pourquoi je dis ça, hein? Je dis ça parce que la culture est hyper importante. Je parle ensuite pour la suite, hein, je veux dire pour la réinsertion qui se met en place pour plus tard. Mais donc à partir de là, on a commencé à faire un petit jeu. On a été chercher des Brel, Brassens, Ferré, etc. On a joué à ce jeu-là, comme une pelote. On a commencé à tirer et j'ai commencé à découvrir la littérature. Alors là, je me suis après attaqué un petit peu, on s'est attaqué un petit peu à Dostoïevski, on a commencé à lire Crime et Châtiment, ensemble, hein, avec un petit jeune qui était avec moi en cellule. Donc on a commencé à ça. Après, c'était Louis-Ferdinand Céline, on a commencé à lire Le Voyage au bout de la nuit, etc., etc. Et là, à partir de là, on s'est aperçu que les mots étaient hyper, hyper, hyper importants. Alors, je ne vais pas vous citer Roland Barthes parce que je n'ai pas envie de faire le pédant aujourd'hui, mais on s'est dit, mais vraiment, là, l'amour des mots, on a dit, mais attends, tout change. Parce que, vous savez, il faut bien que vous sachiez que, je parle pour les universitaires ou pour ceux qui ont fait des études, il faut bien sacher que de l'autre côté, c'est-à-dire des gens qui sont pauvres intellectuellement ou même, je ne vais pas faire le déterminisme social à Bourdieu, là, mais je veux dire simplement que quand il y a une pauvreté, le savoir, c'est comme, vous savez, la culture, c'est comme une boule de lumière qui jaillit, qui vous jaillit en pleine face. Et tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas pour moi. Ça appartient à des universitaires, à une élite, à un truc. C'est pas. Et nous, on s'est dit, mais non, on va aller le chercher. C'est aussi peut-être pour nous. Donc, on y a mis un petit peu le doigt, avec la peur, parce que ça fait peur le savoir. Il faut que les gens sachent ça. Et quand tu dis, mais ah ben on y va, on met un petit peu le doigt, et on va savoir qui c'est Apollinaire ou Picasso, ou etc., etc. Donc, on commence à mettre le doigt dedans, et on découvre des choses extraordinaires. Parce que quand un auteur parle il parle de il arrive à mettre des mots dans tes souffrances, et qu'il arrive à imbriquer comme un puzzle, et tu dis, mais finalement, c'était ça. Ah, mais finalement, on arrive à me comprendre, on arrive à donc on arrive à retrouver une sorte de fierté, et de se dire, mais finalement, c'est possible. Voilà. Et on se dit, et là, à partir de là, on se dit, bon, ben, on arrive à se structurer pas avec les mots, et se dire, bon, ben, on va essayer de s'adapter, on commence à avoir le sens un petit peu, disons, de l'altérité. Et on se dit, on comprend l'autre, on comprend la violence, on comprend le mal, on comprend le bien. Et on commence à se poser des questions existentielles.
Et ça, pour moi, ça a été vraiment fondamental. Alors bien sûr, il y en a, ils vont dire la culture, c'est folklorique, oui, on arrive... mais non, c'est pas folklorique, c'est déterminant, surtout en détention. Parce que quand tu vois la pauvreté du langage, il y a 200 mots qui se baladent, et que, je vais vous citer quand même Hannah Arendt, hein, quand elle dit le mal, c'est-à-dire l'absence de pensée, c'est dans l'absence de pensée que s'inscrit le mal. Et je le vois, moi, je l'ai bien vu en détention. Quand on voit, par exemple, des salafistes ou quoi que ce soit qui arrivent cette absence de pensée, qu'est-ce qui reste? Parce qu'on sait très bien que toutes les idéologies, elles ont été écroulées, que ce soit le marxisme ou que ce soit le trotskisme qui régnait dans les années 70 en détention. Aujourd'hui, c'est la religion. Et c'est là où ça devient dangereux. Et c'est pour ça que si on n'arrive pas à remplacer ça, ce manque, cette absence-là, par de la culture et de la culture forte, eh ben, je peux vous dire que c'est vraiment important. Alors moi, mon parcours qui était un petit peu particulier, parce qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai fait des rencontres. Hein. On avait créé un musée en détention. Vous savez, c'était organisé par la Réunion des musées nationaux, par Jean-Paul Cluzel, qui était président de la Réunion des musées nationaux, qui avait créé un musée en détention. Et on m'avait proposé d'être commissaire. Non, pas commissaire de police, mais commissaire d'exposition. Donc voilà. Et donc, à partir de là, j'ai été commissaire de cette exposition. Et comme j'avais, pendant des années, j'avais un petit peu emmagasiné un peu de lecture qui m'avait enrichi, etc. Et donc, j'avais amené un petit peu un apport personnel. Donc voilà, à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été commissaire pendant 3 mois de cette exposition. Et donc, j'avais parlé de Lévi-Strauss, etc., etc. Et j'ai été repéré par ce président-là qui m'a proposé une perspective d'avenir professionnel. Et aujourd'hui, je travaille dans les musées parisiens et je me suis dit, c'est possible. J'ai retrouvé une famille et voilà, une structure familiale. Et puis, et je me dis, comme je dis à Yazid, bon, bah, aujourd'hui, j'ai du mal à trouver mes mots, hein, parce que je vous dis, j'ai pas l'habitude de parler en public et c'est pas facile de poser les... J'essaye comme je peux. Hein. Et donc voilà, ça fait que pour moi, ça a été hyper important. Et vous savez, je vais vous citer une phrase de Georges Bernanos, qui était un écrivain remarquable, hein, que j'ai aimé, un écrivain catholique qui te donne un petit peu de compassion, surtout quand tu es en détention. Il disait, vous savez, le véritable ennemi de la société n'est pas celui qu'on tyrannise ou qu'on exploite, c'est celui qu'on humilie. Et quand tu humilies les gens, bah, tu en fais des ennemis. Et ça, j'en suis convaincu. Voilà, je finis par ces mots-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, ça y est, c'est bon. Merci beaucoup, Salim. Merci beaucoup, Yazid. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi, je voudrais poser une à Yazid en particulier. Quand vous faites ces séjours, voilà, garde-le. Voilà. Quand vous faites ces séjours en roulotte, est-ce que vous rencontrez les clubs de prévention spécialisés, les éducateurs de rue? Oui. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez montrer les photos de la médiation nomade, ils vont en mettre quelques-unes. Bah, quand je m'installe le soir dans un quartier, à partir de 20h, minuit, 1h du matin, je demande aux acteurs de la ville d'être présents, notamment les éducateurs, les animateurs, parfois les élus, parce que mon boulot, c'est de provoquer cette rencontre. On m'appelle souvent parce qu'ils sont en difficulté, ils n'arrivent plus à parler à ces jeunes-là. Donc je dis, je viens le soir parce que je sais que les jeunes, je vais les rencontrer. Et donc ça crée une rencontre. De nouveau, les éducateurs et les jeunes se rencontrent. De nouveau, les éducateurs peuvent rencontrer aussi ces jeunes ou des animateurs peuvent se rencontrer. On recrée des espaces de parole et ça permet aux jeunes après de retourner voir l'institution. Très bien. Donc vous êtes le dernier rempart avant la perte de repères complète. Bah, c'est important parce que si nous, on n'occupe pas le terrain, il y en a d'autres qui occupent et qui endoctrinent nos jeunes en même temps. C'est que le problème en France, c'est que d'abord, c'est un problème d'amour. Hein, c'est une question d'amour. Si on n'aime pas les gens, on peut tricher avec tout ce qu'on veut, mais avec les yeux, on ne triche pas. On voit tout de suite si la personne t'aime ou pas. Et ce que disent les jeunes, de toute façon, personne ne nous aime. C'est ça la première chose que me disent les jeunes quand je vais les voir. Les gens ne nous aiment pas. Et c'est ça en même temps. D'abord, il faut d'abord apporter de l'amour en même temps et partager quelque chose. Ce qui fait la médiation, quand je m'installe le soir, moi, je fais du thé à la menthe. Le médiateur, c'est le thé à la menthe. On pose le verre, le mec, il boit, et puis après, on dit comment tu vas. Et là, il commence à sortir tout ce qu'il a au fond de lui. Et à la fin de la soirée, on a appris énormément de choses sur ces jeunes en même temps. Parce qu'au bout d'un moment, quand on crée cette relation de confiance, ils arrivent à se confier, ils arrivent à dire des choses. Et après, je rencontre les partenaires, je rencontre les éducateurs, je rencontre les élus. Je dis, voilà ce que j'ai vu dans le quartier, voilà ce que j'ai entendu. Voilà ce qui risque d'arriver si ça continue comme ça. Et puis derrière, je mets des préconisations. Voilà ce qu'il est possible de faire si vous voulez améliorer les choses. Donc, mais il n'y a pas de choix qu'au bout d'un moment, il faut rencontrer la personne. Et j'aime bien la phrase de Nelson Mandela qui dit, pour aller vers la paix,
ce n'est pas avec ses amis qu'il faut dialoguer, c'est avec ses ennemis. Donc apprenons à discuter avec nos ennemis, entre parenthèses, puisque ce n'est pas des ennemis, c'est qu'à un moment donné, les gens ne se sont pas rencontrés, c'est un malentendu entre les uns et les autres, quoi. Avec les questions de l'amour, les questions du rêve et de la culture, là, on est très loin de la formalisation informatique de tout notre système social, éducatif, sanitaire. Quand on fait de l'éducation pour la santé, on dit qu'il faut parler de ça. Et là, vous parlez, il faut parler d'amour d'abord. Tout à fait. Et j'en suis profondément convaincu. Et donc, vous, Salim, ce que j'ai compris, c'est que le musée, la lecture, tout ça, ça vous a permis d'avoir un rêve qui est au-delà de l'incarcération. Bah, au-delà de l'incarcération, oui, mais même un plaisir personnel. Genre, à partir du moment où tu commences à découvrir des auteurs, tu découvres même des auteurs à texte ou des chanteurs, je veux dire. C'est à un moment donné, tu te dis, comme je disais tout à l'heure, on arrive à trouver des mots qui se passent sur, entre guillemets, nos mots. Voilà, je veux dire. Donc, et ce que j'ai vu, par exemple, ce que j'ai vu en détention, c'est surtout une pauvreté terrible, terrifiante. Les gens, il y a peut-être 200 mots qui se baladent, maximum. On entend toujours les mêmes mots. Et surtout, alors, le rapport à la détention, alors je vais parler de l'incarcération, quand j'ai vu des choses terribles en prison, où les gens sont à 3, 4 en cellule, en train de dormir par terre. Je veux dire, ça, c'est une réalité. Je veux dire, c'est pas. Donc, à partir de là, quand on peut enlever comme on dit, on peut enlever la liberté à quelqu'un, mais lui enlever sa dignité. Et il faut se battre tous les jours. Alors après, installer la culture là-dedans, c'est extrêmement difficile aussi. Il faut une condition vraiment importante. Alors bien sûr, on va me dire oui, vous avez fait quelque chose, il faut payer, d'accord, mais payer. Il y a des choses que. Alors, en même temps, on sait très bien qu'il faut le tout sécuritaire, etc., cette politique-là. Mais quand je vois, par exemple, qu'on nous dit oui, en prison, mais la prison, déjà, on dit oui, c'est un club med, mais c'est pas vrai. Le frigo, tu le payes, la télé, tu le payes, la bouffe, tu la payes, etc. C'est vraiment. Tout est cher. Et ceux qui s'en sortent en prison, c'est ceux qui ont de l'argent, les dealers, les trucs, qui arrivent à avoir de l'argent. Donc, non. Il y a des choses qu'il faut faire attention parce qu'il y a énormément de gens qui sont incarcérés qui vont ressortir dehors. Donc il faut travailler là-dessus. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Comment? Pourquoi? Et je pense que si on n'est pas armé, alors moi ça a été le cas, ça m'a armé complètement la culture parce que je me suis dit, mais finalement, allez, ça y est, j'ai compris. J'ai compris le système, alors, pas le système dans ces institutions, mais le système, c'est-à-dire d'une pensée. Je me dis, mais finalement, c'était ça. Et voilà, donc je n'ai plus je ne vais pas dire ce complexe, mais ce renfermement. Et d'exister ailleurs. Il y en a, ils existent avec la violence, ils existent avec. Il y a un enfermement. Et donc, je pense que la passerelle, elle est hyper importante. Et pour savoir placer les mots, c'est pas évident. Parce que ma singularité, par exemple, quand j'étais en détention et que je parlais avec des jeunes, on était quelques personnes comme moi qui arrivaient à transmettre un message positif. On arrivait à être crédible parce qu'on arrivait à nous entendre parce qu'on avait une expérience. C'est comme quand Yazid qui intervenait en détention, il arrive, il a un passé derrière lui, la plupart des gens tendent l'oreille. Mais quand ça vient des institutions, il y a comme une sorte de mur transparent qui fait qu'on n'entend pas. Alors quand tu veux et c'est ça qu'il faut, disons, briser. Il faut savoir briser. Et pour savoir briser ça, je reviens sur ce qu'il vient de dire, je pense que c'est l'amour. Après, quand on dit l'amour, c'est sûr que ça fait chamallow, bonbon sucré, mais n'empêche que c'est une réalité. Et je pense que ça vient de là, dans le regard de l'autre. Vous savez, je pense même à quand Sartre il disait oui, on est juif dans le regard de l'autre. Et aujourd'hui, on se dit, mais attends, on est maghrébin encore aujourd'hui dans le regard de l'autre. On est en train d'ethniciser une délinquance, on est en train de montrer à chaque fois du doigt. Ben non, on est français. On est français, point. On n'a même pas de discuter de ça. Et donc, pour éviter le communautarisme, pour éviter l'enfermement et pour éviter tout ce que vous développez en parlant de la radicalisation, etc., ben je pense qu'il faut quand même essayer de voir les choses autrement, même dans le système et même dans les institutions, d'avoir un regard différent. Et vous savez, je pense à... Je vais reciter, je ne vais pas parler de trop d'auteurs quand même. Régis Debray, quand il dit oui, en France, on a posé le casque colonial, mais pas le cerveau. À un moment donné,
On se dit, mais attends, quand est-ce qu'on va nous... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Ah, tout à fait, c'était mon propos d'hier soir. Mais est-ce qu'il y a quelques questions? Oui, là-bas. Bonjour. Effectivement, j'entends tout ce qui vient d'être dit et ce qui a été dit hier. Et effectivement, je me rends compte, bien que je le savais déjà, qu'on avait quand même une politique de sanctions très développée. Mais lorsque vous parlez de qu'est-ce qu'on peut mettre à la place et qu'est-ce qui va se passer après lorsque les gens vont sortir de détention ou lorsqu'ils vont sortir de l'école alors qu'ils sont dans une situation de décrochage. Voilà, je pense maintenant qu'il est très très urgent de réfléchir à quelles actions concrètes on peut mettre en place. Lorsque vous êtes dans les quartiers le soir dans votre camping-car et que vous faites des remontées de terrain, auprès de qui, qu'est-ce qu'il en advient, comment ça se traduit. Et moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Deuxième partie. Voilà. Peut-être la première, oui. Je pense que ce sera... Oui, ouais. Saïd. Quand je m'installe également, mon boulot, c'est de réinterroger les pratiques professionnelles. Est-ce qu'on est efficace ou pas? Quand je vois une maison des jeunes qui ferme le soir à 18h aux horaires de la mairie, je dis, franchement, si vous fermerez un petit peu plus tard, il y aura moins de problèmes dans le quartier en même temps. Si tu fermes à 18h, on laisse la place aux autres, qui montent la tête aux jeunes. Les jeunes, ils fument, il y a des problèmes avec la police, il y a des gens qui viennent les endoctriner. Moi, quand j'étais animateur, ma maison des jeunes fermait à 2h du matin. Je partais du principe que tant qu'il y a des jeunes qui traînent, je préfère qu'ils soient avec des gens bienveillants, honnêtes dans une structure, que de les laisser dans la rue avec n'importe qui. C'est juste ça. Mais là, il y a beaucoup de résistance, quoi. Beaucoup ne veulent pas changer leurs horaires de travail. Dans ce cas-là, on n'est pas très efficace. Et parfois, il y a des élus qui disent non, nous, on n'ouvre pas les maisons des jeunes, on préfère des policiers puis des caméras vidéosurveillance. Ce sont des choix politiques. Mais moi, je leur dis très clairement, une caméra ne remplacera jamais un humain. Ne remplacera jamais un policier, un éducateur et autres. Le prix d'une caméra, c'est 12 000 € quand même. C'est le prix d'un demi-poste d'éducateur. Après, c'est des choix politiques en même temps. Est-ce qu'on préfère les mettre sur la machine ou alors sur l'être humain? Et moi, je crois en l'humain en même temps. C'est l'humain qui arrivera à faire changer les choses. Et donc, j'essaie de les convaincre là-dessus. Parce que quand je m'installe, après, je travaille sur la formation des acteurs. Comment travailler le soir? Comment travailler avec des gens qui nous considèrent comme des ennemis? Comment travailler, changer un petit peu notre façon de faire? Comment transformer la violence en conflit? La violence est destructeur, le conflit c'est positif, à condition qu'il y ait une volonté politique et que les acteurs ne traînent pas la patte de pouvoir le faire en même temps, quoi. J'ai plus de problèmes avec les institutions qu'avec les jeunes. Les jeunes, on peut faire ce qu'on veut, quoi. On arrive ils sont malléables et tout, mais par contre, parfois les institutions, parfois les politiques, c'est parfois très compliqué de bosser avec eux, quoi. Mais bon, je suis un porteur d'espoir et je continue à faire. J'adore ce que je fais, quoi. On est tous confrontés à ça. Vous avez parlé de l'amour comme chamallow. Je pense que c'est le discours qu'on reçoit de la part des institutions dès qu'on leur parle de ça. Et quand on dit qu'on a besoin plus d'humains que de machines, on nous rigole au nez. Et je dois dire, même, on refuse toutes les publications scientifiques, etc., sur lesquelles, pourtant, on a maintenant documenté, étayé, démontré que c'était beaucoup plus efficace de mettre des gens que de mettre des machines. Mais ça ne se publie pas. Alors peut-être, non? Alors je vais peut-être donner la parole tout de suite, et puis on refera un autre débat par la suite à Saïd Zagloul qui va justement